Nous sommes le 30 septembre 2002. Frenchman Coulee, État de Washington. Ce gars qui s'est déjà tenu à plus de 8500 mètres sans oxygène en bouteille, met de la magnésie sur ses mains sur une falaise située à 40 minutes de chez lui. Ce n'est pas l'Everest, ce n'est pas l'Arctique. C'est juste une séance d'escalade un mardi après-midi. Mais en moins de 2 secondes, sur une falaise à peine plus haute qu'un immeuble de 6 étages, tout ce que les montagnes, les tempêtes et même un ours polaire n'ont jamais réussi à lui faire va quand même lui arriver. Voici Goran Kropp. Et voici les dernières minutes terrifiantes de ce Suédois légendaire et fou. Bienvenue à la limite extrême, où les enjeux sont élevés, mais personne n'est qu'un simple gros titre. En octobre 1995, Goran a convoqué une conférence de presse et a dit quelque chose d'une telle folie que même les ingénieurs du programme Apollo auraient tressailli. Il allait relier la Suède au mont Everest à vélo, par voie terrestre, puis le gravir sans oxygène en bouteille, et ensuite rentrer chez lui exactement de la même manière. Pour vous et moi, cela semble de la folie. Pour Goran, c'était simplement 25 ans passés à refuser de laisser son destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Lars-Olav Goran Kropp avait passé toute sa vie à devenir un homme que rien ne pouvait prendre au dépourvu. Quand il avait environ 6 ans, son père l'a emmené à Gullberg, la plus haute montagne de Scandinavie. Et alors que la plupart des pères portent le sac lors d'un tel voyage, le père de Goran lui a fait porter le sien. Là, sur le moment, il a appris, avant même de savoir lire correctement, que personne ne viendrait porter son fardeau à sa place. Autant qu'on sache, il n'a jamais demandé à qui que ce soit de le faire depuis. Quand ceux qui connaissaient vraiment Goran ont entendu parler de ce projet, eh bien ils savaient que c'était le même schéma que Goran avait toujours suivi, c'est-à-dire trouver chaque variable qui pourrait le tuer et l'éliminer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien au hasard. C'est ce qui rend ce qui s'est passé 7 ans plus tard sur une falaise de basalte dans l'état de Washington si incroyable. Mais nous allons y venir bientôt. Le 16 octobre 1995, Goran Kropp est parti de Stockholm à vélo avec une remorque chargée de 108 kilos, de cordes, une tente, un réchaud, des piolets, des bottes, tout ce dont une expédition complète à l'Everest a besoin, traîné derrière lui sur un vélo Crescent fabriqué sur mesure. Puis il a parcouru 13 000 kilomètres à travers l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et la Turquie en hiver. Il a traversé l'Iran, le Pakistan, l'Inde, seul pendant 4 mois. Dans des lieux où les conducteurs le forçaient à quitter la route et où les enfants lui lançaient des pierres. Et les gardes-frontières ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Quand quelque chose tombait en panne, il réparait. Lorsqu'il était malade, il s'en remettait dans sa tente, puis reprenait sa route. Peux-tu imaginer le dévouement qu'il fallait pour être aussi autonome ? 4 mois et 6 jours après avoir quitté son domicile en Suède, Goran Kropp est arrivé au Népal à la fin février 1996. Il s'est reposé, puis a pédalé jusqu'à Eri, une petite ville de montagne juste avant l'Everest, où la route s'est finalement arrêtée à la mi-mars. Ensuite, il a attaché environ 64 kilos sur son dos et a commencé à marcher le reste du chemin jusqu'au camp de base de l'Everest. Il lui a fallu des semaines de marche rien que pour atteindre le camp de base en avril 1996. Et jusqu'à ce moment-là, tout s'était déroulé presque parfaitement. Vous penseriez sûrement que la partie la plus difficile était passée. Ce n'était pas le cas. Parce que atteindre l'Everest n'était que le début. Il ne pouvait pas simplement monter jusqu'au sommet, car emmener son corps aussi haut sans le préparer aurait littéralement écrasé ses poumons. Alors Goran a passé les semaines suivantes à grimper lentement de plus d'1 millier de mètres, puis à redescendre encore et encore, jusqu'à ce que son corps se soit adapté à la montagne. Finalement, au début du mois de mai 1996, après des mois à se faire autant souffrir, Goran s'est lancé vers le sommet. Il grimpait de plus en plus haut, au-delà des camps sur cette montagne et dans la zone de la mort, où le corps humain meurt lentement, peu importe votre force. Et à 13h30, le 3 mai 1996, Goran était au sommet sud, quelque part au-dessus de 8500 mètres. Il grimpait seul et sans oxygène en bouteille. Le sommet était enfin en vue, à environ 60 mètres au-dessus de lui ce jour-là, en fait.
L'histoire était prête à s'écrire. Mais ensuite, Goran a fait le calcul du temps que prendrait la descente s'il continuait à grimper, et il a vu un énorme problème. Il pouvait atteindre le sommet, bien sûr, mais il lui resterait peu de lumière du jour et de force pour redescendre. Si vous avez déjà vu nos vidéos, vous savez que de nombreux alpinistes dépassent le moment où il faudrait rebrousser chemin. Et ils n'ont même pas fait du vélo depuis chez eux jusqu'à l'Everest. Il a donc pris une décision difficile. Et je veux que tu te mettes vraiment à sa place un instant. Tu as passé des mois à venir jusqu'ici. Tu as traversé 2 continents. Tout le monde chez toi attend de savoir si tu as réussi. Tu peux littéralement voir le point le plus élevé de la Terre. Qu'est-ce que tu ferais? Goran Krop, à 60 mètres de ce pourquoi il avait pédalé à travers la planète, a fait demi-tour et est redescendu au camp de base. La discipline requise pour cela est presque incroyable. Mais quand il était jeune, Goran sautait des avions pour l'armée suédoise. Et si vous connaissez un peu les parachutistes, vous savez que ce métier vous apprend à faire confiance au système, car chaque règle de sécurité a été écrite dans le sang. Peut-être que cette mentalité s'est ancrée dans les os de Goran et n'est jamais partie, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Goran a obéi à un calcul qu'aucun autre alpiniste n'aurait suivi. Même Rob Hall, l'un des guides les plus respectés sur la montagne cette saison-là, a qualifié la décision de Goran d'une incroyable preuve de discernement, bien plus impressionnante que de gravir la montagne elle-même. Et une semaine plus tard, la montagne a prouvé pourquoi respecter son heure de demi-tour était le bon choix. Le 10 mai, une tempête brutale s'est abattue sur les hauteurs de la montagne. Des dizaines d'alpinistes d'expéditions commerciales ont été piégés en altitude dans la zone de la mort, juste au moment où beaucoup d'entre eux redescendaient, plusieurs heures après l'heure prévue de leur demi-tour. Lorsque le ciel s'est enfin dégagé, 8 personnes étaient mortes. L'un de ces 2 guides était Rob Hall. Oui, le même Rob Hall qui avait félicité Goran pour avoir fait demi-tour. Il est mort en haut de la montagne, plusieurs heures après son propre heure limite de demi-tour, ayant enfreint la règle même pour laquelle il avait félicité Goran de l'avoir suivi. Goran était déjà revenu au camp de base quand la tempête a frappé. Il aurait pu rester là, et personne ne lui en aurait voulu s'il l'avait fait. Au lieu de cela, il a fait demi-tour et est retourné directement dans la même zone de la mort dont il venait de s'échapper, en apportant des vivres aux alpinistes toujours bloqués au-dessus. Et puis, le 23 mai, quelques jours après cette catastrophe, Goran Krop est remonté seul, sans oxygène, ni Sherpa. Et cette fois, il s'est tenu seul au sommet du mont Everest, après avoir s'y être rendu lui-même avec tout ce qu'il possédait depuis le seuil de sa maison en Suède. Puis il est redescendu, s'est reposé, est remonté sur son vélo et est rentré chez lui. La presse suédoise lui avait alors donné un surnom pour ce qu'il avait fait, et ce surnom lui est resté toute sa vie. Il l'appelait le Suédois fou. Et même si c'est un surnom accrocheur, ils se sont complètement trompés, car les fous jouent avec leur vie. Et Goran a passé sa vie à essayer de ne pas le faire. Mais le surnom est resté, car du jour au lendemain, Goran est devenu l'un des aventuriers les plus célèbres d'Europe. Il a publié des livres et donné des conférences sur son voyage. On trouve même des images télévisées de lui souriant en interview à l'époque. Et on comprend pourquoi les gens l'aimaient, car il racontait comment il avait failli mourir sur la plus haute montagne du monde, comme d'autres hommes décrivent une partie de pêche qui a mal tourné. De l'extérieur, on aurait dit qu'il avait déjà accompli assez pour une vie. Mais Goran n'a jamais eu l'intention de s'arrêter. Si vous souhaitez vraiment savoir qui il était, regardez ce qu'il a fait quand il est retourné à l'Everest en 1999. Parce qu'en plus de l'escalader, lui et son partenaire d'expédition ont passé leur temps sur la montagne à ramasser des déchets, en redescendant 25 cylindres d'oxygène abandonnés de l'Everest. Les bouteilles des autres, d'ailleurs. Sa partenaire lors de cette ascension était Renata Kromska. Elle était une alpiniste suffisamment douée pour atteindre le sommet de l'Everest, et c'était aussi la femme avec qui Goran prévoyait de passer sa vie. Être au sommet de l'Everest avec la femme qu'il aimait. Goran avait atteint le sommet absolu de sa vie, à la fois littéralement et émotionnellement. De l'extérieur, sa vie était exactement là où il le souhaitait. Mais Goran n'était pas fait pour rester en place. L'année suivante, il était allongé dans une tente sur l'océan Arctique gelé, guettant un ours. Lui et un autre Suédois, Ola Shinarmo, tentaient de rejoindre le pôle Nord à ski, sans assistance, tirant tout leur équipement derrière eux sur des traîneaux.
Et là-bas sur la glace, un ours polaire les a trouvés et a commencé à les suivre. Dans un endroit comme celui-là, sans poste de garde, ni hélicoptère à 20 minutes de là, tout ce que les deux hommes avaient, c'était un fusil pour arrêter un animal conçu par la nature pour tuer. L'ours continuait d'avancer. Goran a dû lui tirer dessus pour se défendre et continuer sa route. Mais après quelques jours, le pouce de Goran a gelé à cause d'une grave gelure. Un pouce gelé dès le 4e jour, c'est un avertissement. Il a écouté cet avertissement. Sauf que cette fois, chez lui, on ne l'attendait pas pour saluer son jugement. Chez lui, les gros titres l'attendaient. Un célèbre écrivain suédois avait vu les nouvelles concernant l'ours et avait publiquement qualifié Goran de criminel. Un braconnier. Goran l'a poursuivi en justice pour cela, et Goran a perdu. L'aventurier le plus célèbre de Suède s'est assis dans un tribunal de son propre pays et a entendu que l'homme qu'il avait traité de criminel ne subirait aucune conséquence. Et quelque chose en Goran en avait fini avec la Suède après cela. En moins de 2 ans, lui et Renata avaient mis toute leur vie dans des cartons et déménagé de tous les endroits possibles dans la banlieue de Seattle, dans l'État de Washington. Et là, dans un nouveau pays, avec la femme qu'il aimait, Goran a commencé à se préparer pour ce qu'il pensait être la plus grande expédition de sa vie. Même s'il vivait en Amérique, il voulait recréer la formule qui avait fait de lui une légende. Il prévoyait de retourner à ses racines, de naviguer de la Suède jusqu'en Antarctique, aller jusqu'au pôle Sud à ski et en revenir, puis rentrer chez lui en bateau. Il y avait juste un problème. Il ne savait pas naviguer. Mais à ce stade, vous pouviez probablement voir qu'il était un aventurier méthodique et autonome. Alors Goran a commencé à apprendre. Pendant la semaine, l'un des plus grands alpinistes d'expédition au monde se trouvait sur le Puget Sound, dans l'État de Washington, prenant des cours de voile. Le week-end, il faisait de l'escalade. L'escalade était un passe-temps, pour ainsi dire, une façon de rester en forme et de se vider la tête. Son endroit préféré était un lieu appelé Frenchman Coulee, à environ 2h30 à l'est de Seattle, dans l'État de Washington. C'est un canyon de roches volcaniques sombres, serrés côte à côte comme des tuyaux d'orgue, où les grimpeurs locaux vont un samedi où ils sont libres, parce qu'il y fait beau, c'est proche et décontracté. Mais l'escalade ici n'était pas l'alpinisme pour lequel Goran était célèbre. Ce n'est même pas vraiment le même sport que d'atteindre un sommet. L'alpinisme qui a fait de Goran une légende est un jeu d'endurance mené contre les éléments, l'altitude et le temps. Ces dangers, des tempêtes violentes, des avalanches, l'air raréfié, et on y survit grâce à la préparation, la forme physique, la patience, et en sachant quand il faut renoncer. En escalade, le danger se cache dans des détails qui se mesurent en pouces. Tous les mètres environ, un grimpeur doit s'arrêter, atteindre son harnais et placer une petite protection dans la fissure de la roche. Et savoir si chaque protection est bonne ou inutile en cas de chute dépend d'un jugement au bout des doigts, acquis après des années de répétition, un savoir qu'aucun niveau de forme physique générale ne peut apporter. Le 30 septembre 2002, alors qu'il conduisait à l'est de Seattle dans les déserts de l'État de Washington, prendre des risques insensés était la dernière chose à laquelle il pensait. C'était un lundi, le temps était chaud et dégagé. Goran était avec Ardan Eruç, un alpiniste turc, Ardan Eruç, également animé de grands rêves et l'un des amis les plus proches que Goran avait dans sa nouvelle vie américaine. S'installer en Amérique avait apporté à Goran un rythme paisible, et cette journée devait simplement être un jour comme les autres. Les deux amis avaient presque le canyon pour eux seuls, alors ils ont passé la matinée à s'échauffer sur les voies les plus faciles le long de la paroi. Ces premières ascensions étaient modernes, équipées d'ancrages métalliques permanents, boulonnés dans la roche. Donc, tout ce que le grimpeur avait à faire, c'était de clipser sa corde en continuant à grimper. Rapide, sûr et routinier. En escalade, c'était l'équivalent de faire des longueurs à la piscine. Et la matinée ayant été excellente, en début d'après-midi, Goran a décidé de hausser le niveau. Il a regardé une voie nommée Air Guitar. C'était une fissure de 20 mètres de long, séparant 2 énormes piliers de roches basaltiques. Mais contrairement aux ascensions du matin, aucun point d'ancrage métallique n'était fixé en permanence dans la paroi. Sur Air Guitar, vous devez poser vous-même vos protections en grimpant. Pour cela, les grimpeurs emportent diverses protections métalliques adaptées aux fissures de forme et taille variées. Au fil de leur progression, ils les enfoncent à la main dans la fissure pour y accrocher leurs cordes. Cette façon de grimper est très technique. C'était plus difficile que tout ce que Goran n'avait jamais fait dans ce style précis.
mais c'était presque au maximum de ses capacités. Alors il a accroché sa protection à son harnais, s'est encordé, a vérifié ses nœuds et a expliqué à Aradin ce qu'il avait en tête. Aradin lui a dit d'y aller. Il resterait à la base, tenant la corde pour le rattraper s'il tombait, et Goran a commencé à grimper. Pendant les 15 premiers mètres, il l'a escaladé magnifiquement, trouvant la fissure avec ses mains et ses pieds, montant régulièrement. Tous les quelques mètres, il s'arrêtait pour enfoncer une cale métallique dans la roche, accrochait sa corde à la sangle rigide, puis continuait à grimper. En bas, Ardin laissait filer la corde, observant son ami s'éloigner sous le ciel bleu. Près du sommet, à environ 55 pieds de haut, se trouvait la portion la plus difficile de toute la voie. Goran s'arrêta juste en dessous. Il a fouillé sa ceinture, trouvé une cale métallique qu'il a enfoncée dans la fissure à l'endroit voulu, puis s'est lancé dans les mouvements difficiles. Ardin leva les yeux et le vit là, près du sommet. L'équipement de sécurité solidement placé juste sous son pied, avec seulement quelques pieds d'escalade difficiles entre Goran Krop et un autre après-midi de routine. Ayrton baissa brièvement les yeux vers ses pieds pour ajuster sa position. Puis il entendit un bruit soudain au-dessus de lui. Et ce qu'il vit là-haut était incroyable. Goran, l'homme qui avait gravi des montagnes littéralement 1000 fois plus hautes que ce rocher, ne glissait pas et n'était pas suspendu à la corde. Il était en train de tomber. L'instinct a pris le dessus. Ayrton s'est préparé car lorsqu'un grimpeur tombe, la personne qui tient la corde au sol va encaisser la force de la chute. Et je suis sûr que si vous ne faites pas d'escalade, cette chute ressemble à une urgence terrifiante. Mais dans ce sport, tomber est tellement courant que les grimpeurs s'y attendent en fait. Un seul grimpeur qui repousse ses limites peut faire une douzaine de chutes sans danger sur une corde en un après-midi. Ce qui est censé se passer ensuite, c'est que la corde se tend brusquement contre le point d'ancrage le plus haut, la cale métallique tient et le grimpeur tombe de 1 ou 2 mètres. Peut-être qu'il jure et secoue ses bras, mais c'est à peu près tout. Alors Arden s'est préparé à encaisser l'à-coup de la corde, comme il s'y attendait. Mais cette forte secousse soudaine ne s'est jamais produite. À la place, il a entendu un violent craquement métallique résonner dans le canyon. Et au lieu de se tendre, la corde a simplement glissé entre ses mains comme une ficelle lâche, comme si l'homme là-haut ne pesait rien. Et à cet instant, avant qu'Ardin ne puisse même cligner des yeux ou dire quoi que ce soit, un autre craquement métallique aigu résonna contre les parois du canyon. Et un autre. Au lieu d'empêcher Goran de tomber, chaque point d'ancrage s'est arraché successivement, obligeant le suivant à absorber encore plus de force. En une seconde, Goran est tombé de 18 mètres, comme s'il n'était retenu que par de l'air, et s'est écrasé sur la dalle rocheuse plate à la base de la voie, là où Arden se tenait. Et puis le canyon est devenu silencieux. Arden l'a rejoint en quelques secondes. Mais le casque de Goran s'était brisé et était tombé pendant la chute. Et l'impact de la roche dure sur un corps humain après une chute de 18 mètres est vraiment terrible. Ayrton a commencé la réanimation cardio-pulmonaire et il n'a pas arrêté pendant très longtemps. Mais il a compris, au fond de lui, que c'était la fin. Son ami était mort sur le coup, dès qu'il avait heurté la corniche. L'aventurier le plus préparé de la planète avait péri lors d'une ascension de 20 mètres, juste comme ça. Et la question que Ayrton se posait fut répétée dans tout le milieu de l'escalade en quelques jours. Comment ? Pour répondre à cela, les enquêteurs ont dû remonter le fil des événements, depuis l'équipement encore suspendu à la paroi et celui sur la corde, et des pièces qu'ils ont trouvées éparpillées sur le sol. D'abord, ils ont examiné la cale métallique du haut qui s'est arrachée de la roche. En escalade, cet équipement s'appelle un coinceur mécanique. En appuyant sur la gâchette, les cames métalliques se replient et, relâchées dans une fissure, s'ouvrent brusquement. Cela fonctionne exactement comme un piège à doigts chinois. Plus vous tirez dessus, plus il appuie fort contre la roche. Bien utilisé, il peut arrêter la chute d'un être humain des milliers de fois sans jamais faillir. Le problème, c'est que la roche là-bas, à air guitare, est lisse. La fissure s'élargit et se rétrécit subtilement en montant. Donc un endroit qui accroche comme un étau peut se trouver à 8 cm d'un endroit qui accroche comme un savon mouillé. Et distinguer cela du bout des doigts, c'est précisément le savoir-faire de serrurier que Goran n'a jamais eu le temps d'acquérir. Mais la raison pour laquelle ça a été arraché
pourrait même être plus sournoise qu'un mauvais placement. Parce que personne n'a vraiment besoin de faire une erreur pour qu'un coinceur mécanique échoue. Vous avez sûrement déjà vu une machine à laver lourde bouger seule sur le sol d'une buanderie. Personne ne l'a poussée, ce sont les vibrations. Un petit tremblement à la fois. Un coinceur peut faire exactement la même chose à l'intérieur d'une fissure dans la roche. Si la corde le fait assez bouger pendant que le grimpeur se déplace, il peut remonter ou descendre en vibrant. Les grimpeurs appellent littéralement ça le walking. Un coinceur peut littéralement se déplacer d'un placement parfait, où il tient fermement, vers un emplacement glissant et inutile, et le grimpeur au-dessus ne sent absolument rien. Que ce soit à cause d'un mauvais placement ou de vibrations aléatoires lors de la chute de Goram, le coinceur qui le retenait, à 15 mètres de haut, s'est tout simplement arraché. Mais l'histoire aurait dû s'arrêter là, avec rien de plus qu'un ego meurtri et une grosse frayeur. Parce que les grimpeurs ne montent pas une telle voie avec un seul coinceur. Non. Ils installent une chaîne de ces trucs, espacée d'environ 1 mètre le long de la fissure, chacun étant accroché à la corde au fur et à mesure qu'ils grimpent, de sorte que si une pièce lâche, il y en a une autre juste en dessous pour retenir la chute. Goran avait en fait un deuxième coinceur quelques pieds sous celui qui a lâché, posé exactement là où il l'avait placé. Et ce coinceur a tenu. Il a fait tout ce qu'il était censé faire. Il n'a pas bougé. Il ne s'est pas déplacé. Il n'a pas bougé d'1 pouce de cette fissure. Mais entre ce coinceur et la corde de Goran, il y avait une courte sangle d'équipement d'escalade et ce minuscule morceau d'équipement a tout changé. Petite parenthèse. Chaque mois, il y a une histoire qui ne va jamais sur YouTube. C'est là si ça vous intéresse. Patreon, lien ci-dessous. Maintenant, où en étions-nous? Voyez-vous, le lien qui relie le coinceur à la corde est un simple mousqueton en métal. Et un mousqueton est l'un des équipements les plus fiables de tout le sport, et ce pour une très bonne raison. Parce qu'un mousqueton fermé est conçu pour supporter environ 2300 kg. On pouvait accrocher une petite voiture à un mousqueton. Les grimpeurs les accrochent, les oublient, leur font confiance sans hésiter toute leur vie. Mais cette confiance repose sur une seule chose. Laissez-moi vous expliquer si vous n'en avez jamais tenu un. Un mousqueton est essentiellement un anneau en forme de dé en aluminium. Un côté du dé est une barre épaisse et solide de métal qu'on appelle le dos du mousqueton. L'autre côté a un doigt métallique à ressort que vous poussez avec le pouce pour passer la corde. Quand vous relâchez, ce doigt se referme violemment, s'enclenchant dans une petite encoche en haut pour compléter le cercle. Et tant que ce cercle est parfaitement fermé, ce petit mousqueton en aluminium est presque indestructible. Donc, quand un grimpeur chute, l'énergie cinétique se transmet directement le long de ce dos métallique solide. Et il ne se passe rien. Mais cette force colossale dépend entièrement de ce petit loquet à ressort que je viens de vous montrer, qui doit être refermé à la milliseconde précise où le poids s'exerce. Si ce loquet reste entrouvert, même d'une fraction de centimètre, ou si le mousqueton est violemment tordu sur le côté de sorte que la corde tire sur le loquet fragile au lieu de la partie solide, les lois de la physique changent instantanément. Imaginez une canette de soda. Si vous posez une canette vide bien droite sur une table, à la verticale, elle est remarquablement solide. Vous pouvez même vous tenir dessus, elle supportera votre poids. Mais si la même canette est posée sur le côté, un enfant peut l'écraser entièrement. Donc, lorsque l'énorme énergie cinétique de sa chute a frappé sa cale de secours, le mousqueton qui la reliait à la corde ne l'a pas retenu. Il s'est complètement brisé. Lorsque les enquêteurs ont récupéré le mousqueton cassé et l'ont examiné au microscope, ils ont vérifié si le métal lui-même était endommagé ou fissuré, ou peut-être s'il s'agissait d'une série défectueuse. Le métal était parfait, trop parfait, sans aucune bosse ni rayure. Ce qui signifie une seule chose. Le doigt du mousqueton était ouvert quand il est tombé. Alors comment le doigt du mousqueton a-t-il été forcé à s'ouvrir? Les experts ont réduit les possibilités à 2, et les 2 remontaient à un minuscule détail. La façon dont le mousqueton était fixé à la roche. La première option était que la roche elle-même l'avait ouverte, car au lieu d'utiliser une longue sangle souple qui laisse le mousqueton pendre librement, Goran utilisait une connexion courte et rigide. Et comme c'était si rigide, le mousqueton était tiré fermement contre la paroi rocheuse irrégulière. Si le mousqueton était poussé contre le bord de la fissure, la roche pouvait physiquement ouvrir ce petit doigt à ressort. C'est exactement comme coincer une brique devant une porte. Donc, quand le poids de sa chute l'a frappé, la porte ne pouvait physiquement pas se refermer parce que la pierre était en travers.
La deuxième option, c'est que le mousqueton s'est retrouvé de travers. Et comme cette connexion était tellement rigide, quand la corde s'est soudainement tendue pendant la chute, elle a violemment entraîné le mousqueton de côté. Donc, au lieu que le poids tire vers le bas, la partie la plus solide du métal, la traction s'exerçait sous un angle défavorable. Et quand vous tirez sur un mousqueton de travers, le métal fléchit juste assez pour que ce petit doigt s'ouvre complètement tout seul. Les experts n'ont jamais pu prouver laquelle des deux choses était arrivée. Mais les deux théories ramènent à cette même pièce d'équipement, courte et rigide. Et ce minuscule détail a déclenché un énorme débat dans le monde de l'escalade. Est-ce que l'équipement a fait défaut à Goran ou est-ce que c'est lui qui a failli à l'équipement? D'un côté, certains grimpeurs disent que le mousqueton est à blâmer. Si un équipement de sécurité peut s'ouvrir simplement en frottant contre un mur, c'est une mauvaise conception, point final. Voici, sincèrement, ce qui me brise le cœur dans cette histoire. Ces sangles courtes et rigides que Goran utilisait étaient parfaites pour les ascensions faciles du matin, où les points d'ancrage de sécurité étaient directement installés dans une paroi plate et prévisible. Mais dans une fissure de roche naturelle et irrégulière, il faut que ton équipement pende librement pour ne pas s'emmêler contre la pierre. Les grimpeurs disent qu'un homme ayant fait l'Everest à vélo ne devrait pas commettre l'erreur de choisir une sangle rigide sur une falaise irrégulière. À leurs yeux, Goran n'a pas seulement eu de la malchance, il a activement construit son propre piège mortel. L'équipement, impeccable quelques heures avant, s'est révélé inadéquat pour l'ascension décisive. Et cette petite différence a coûté la vie à Goran Kropp. Quelque temps après l'accident, Eridan Haruch est retourné en voiture à Frenchman Coulee. Il a emmené des parents de Goran avec lui. Ils étaient arrivés en avion depuis la Suède pour voir l'endroit où la vie de leur fils s'était terminée. Et au pied d'Ergitar, dans cette roche sombre, Eridan a laissé un mémorial portant 3 mots. Ce que Goran disait avec les 2 pouces levés chaque fois que la préparation portait ses fruits. Kropp au sommet. Gordon Kropp a passé toute sa vie à prouver que une bonne préparation permettait de surmonter presque tout. Mais aucune préparation ne peut vous protéger des risques que vous ne comprenez pas encore. Cet alpiniste croyait la même chose. Il a conquis la plus haute montagne du monde et s'est senti ridicule en voyant à quel point c'était facile. Un après-midi ensoleillé dans les Alpes, il a commis une simple erreur en escaladant. Voici ce qui s'est passé ensuite.